Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous parler d'intelligence artificielle. Je vais vous parler du chat GPT d'OpenAI. On a le 9 décembre appris qu'il y avait un programme qui nous permettait d'essayer le chat GPT gratuitement. Dans OpenAI, vous n'avez qu'à vous créer un compte et vous allez pouvoir en faire l'expérience complètement sans frais. C'est parce qu'ils ont besoin chez OpenAI de voir jusqu'où leur chat peut aller pour bien répondre aux requêtes des gens, puisque c'est une intelligence artificielle qui présentement nous est présentée comme étant capable d'aider à plusieurs tâches, d'aider les humains dans leur travail. On comprend qu'il y a de la puissance à revendre dans l'entraînement qui a été fait pour l'IA. Derrière l'entraînement se cachent finalement des points de connexion entre les données qui sont difficiles à faire par des gens, pas impossible évidemment, mais c'est difficile pour un humain de garder en tête autant de points d'information. Donc, je vais vous parler aujourd'hui un petit peu, dans un premier temps, c'est quoi ChatGPT? Puis, juste pour clarifier les termes, parce que certaines personnes pourraient ne pas savoir qu'est-ce que GPT veut dire. Ça veut dire Generative Pre-trained Transformer. En français, on pourrait dire un transformateur génératif préentraîné, mais qu'est-ce que ça mange en hiver, tout ça? C'est de l'intelligence artificielle générative de texte, dans ce cas-là, de chat, dans l'implantation qu'OpenAI en a faite. Il faut savoir que présentement, on a du big data partout autour de nous, des informations qui sont finalement colligées depuis des caméras, depuis des capteurs, depuis des mesures qui sont faites un peu partout. Et puis, pour faire du sens de ces données-là, il existe des intelligences artificielles qui vont s'entraîner pour être capables de faire quelque chose avec ces gros volumes de données-là. Donc, je vais vous en parler plus avant, dans quelques instants, mais juste avant, je vais juste vous donner quelques pointeurs par rapport à l'outil que vous pouvez aller essayer, le chat GPT de OpenAI. Qu'est-ce que ça fait très exactement? Eh bien, chez OpenAI, ils disent que leur objectif est d'obtenir des commentaires externes afin d'améliorer leur système et de les rendre plus sûrs. Évidemment, on peut comprendre que déjà, c'est un outil qui fonctionne bien, mais ils veulent le rendre finalement de plus en plus utile. Mais on voit également que plus sûr, c'est que le système ne donnera pas nécessairement de résultats sur n'importe quelle requête non plus. Ils disent ensuite qu'ils ont mis des mesures de protection, mais que parfois le système peut générer des informations incorrectes ou trompeuses. Et effectivement, c'est une intelligence artificielle qui se base sur des faits qu'elle a précédemment obtenus via un entraînement, et ça veut dire qu'il peut y avoir des choses qui sont à revoir. Par contre, il y a là beaucoup d'informations sur beaucoup de sujets. Et juste avant que les gens prennent peur et se disent que c'est la fin du monde, elle dit, c'est peut-être la fin d'un monde qu'on connaissait, celui où des gens avaient besoin d'un accompagnement personnalisé et c'était difficile à obtenir. C'était possible avec Google de faire des recherches jusqu'à ce qu'on trouve la bonne réponse, mais de vraiment avoir une conversation avec une intelligence artificielle à travers un engin de chat, ça, c'était pas nécessairement accessible à tous encore. Le GPT-3 a justement facilité les conversations, mais là, chez OpenAI, ils amènent leur propre chat GPT à eux. Donc, en ce moment, si vous deviez mettre des questions dans le chat GPT, sachez que les conversations peuvent être examinées par les formateurs en intelligence artificielle pour améliorer les systèmes. Donc, dites pas n'importe quoi non plus. Ensuite de tout ça, vous ne devez pas partager d'informations sensibles dans les conversations avec le chat GPT. Soyez conscient que vos informations sensibles, elles devraient rester entre vos mains. Vous ne devriez jamais les partager à personne, sauf en de très rares occasions où vous avez l'absolue certitude que votre communication est chiffrée et que la personne à l'autre bout est une personne de confiance. Je vous le dis parce que certaines personnes peuvent être sous l'impression qu'au fur et à mesure où ils chattent avec l'intelligence artificielle, ça devient un peu un ami. Or, ça reste un système, ça reste un robot, ça reste quelque chose d'artificiel et synthétique à l'autre bout d'une ligne qu'on ne sait pas trop où est-ce qu'elle va. On se doute que c'est aux États-Unis, mais qu'est-ce qu'on en sait vraiment? Alors,
OpenAI explique aussi que les commentaires sont bienvenus. Donc, si vous voulez avoir une influence sur la direction que pourrait prendre l'intelligence artificielle, vous pouvez leur répondre chez OpenAI via un serveur Discord qu'ils ont mis sur place. Pour ceux qui se demandent qu'est-ce qu'on peut mettre comme question au chat GPT, voici quelques petits exemples que chez OpenAI, ils nous recommandent. Je vais vous mettre mes exemples par après, puis vous allez voir un petit peu comment ça fonctionne, mais voici ce que OpenAI suggère. Il suggère de demander expliquer l'informatique quantique en termes simples. Ça peut être n'importe quel sujet d'ailleurs, en termes simples. Euh, L'autre question qui disent des idées créatives pour l'anniversaire d'un enfant de 10 ans. Évidemment, ça peut être l'anniversaire de mariage de ses parents, ça peut être n'importe qui. Vous pouvez mouler ces questions-là autant que vous le voulez. Ensuite de ça, comment faire une requête HTTP en JavaScript? Ceux qui ne savent pas programmer en HTML ni en JavaScript pardon, vont adorer ce genre de fonction-là parce que ça génère du code qui peut être copié-collé dans un éditeur et finalement utilisé dans la vraie vie sur une page HTML. Et puis, il n'y a pas que le code en JavaScript qui peut être généré. Il peut y avoir le HTML, le CSS, le JavaScript ou encore d'autres langages. C'est très flexible et c'est pas nécessairement sans faute. Il peut y avoir des fautes, mais le code que j'ai généré avec tous les exemples que je fais depuis bientôt une semaine, je n'ai pas vu encore d'erreur majeure. J'aurais pu optimiser certaines choses, mais essentiellement, le code était vraiment très fonctionnel. Alors, euh, parmi les capacités du chat GPT, on retrouve les suivantes et c'est important que vous les connaissiez. Là. Le système chat GPT se souvient de ce que l'utilisateur a dit plus tôt dans la conversation. C'est excessivement important parce que si vous faites des recherches dans Google, si vous partez une nouvelle page et que vous partez une nouvelle recherche, Google ne se rappelle pas que vous parliez, par exemple, précédemment d'automobile ou de sport. Il va y avoir une nécessité pour la personne de recontextualiser sa recherche. Or, dans ChatGPT, lui, il se rappelle de ce que vous avez dit un peu plus tôt dans la conversation. Donc, si vous lui demandez une question sur un sujet et que vous demandez une précision, vous n'avez pas besoin de rappeler le sujet parce que ChatGPT s'en rappelle. Et ça, c'est énorme parce que ça permet de creuser un sujet comme à peu près aucun autre outil présentement nous permet de le faire. Parmi les autres capacités de ChatGPT, ça permet à l'utilisateur de fournir des corrections de suivi. Alors, si vous avez une information à soumettre à l'intelligence artificielle, ben en fait, vous avez la possibilité de fournir une correction de suivi. Et ensuite, il faut savoir que le chat GPT est formé pour refuser les demandes inappropriées. Donc, si vous demandez quelles sont les meilleures manières de faire mal à quelqu'un, le chat va vous répondre que vous devriez finalement prendre conscience que de faire du mal à l'autre, ce n'est pas une bonne chose. Il y a des mots très exacts que le chat utilise, mais essentiellement, vous n'obtiendrez pas de réponse pour quelque chose comme ça puisque c'est qualifié d'une demande inappropriée. Il y a du bon à ça. Et évidemment, on peut imaginer qu'on aimerait avoir le plein accès à l'outil, mais pour les besoins du test en cours présentement, on peut comprendre que ça a du bon quand même. Donc, il y a des limites à ChatGPT qui peut occasionnellement générer des informations incorrectes. C'est important de le dire parce que certaines personnes peuvent être sous l'impression que ce système-là ne se trompera pas, mais une intelligence artificielle fonctionne avec des données précédemment accumulées via un entraînement. Donc, qui a entraîné, quelles ont été les données qui faisaient partie de l'entraînement. Dans ce cas-là, le système n'a des connaissances que jusqu'aux événements jusqu'à 2021. Donc, après 2021, les connaissances vont être limitées. Donc, si vous posez des questions, par exemple, par rapport au conflit entre l'Ukraine et la Russie, ben, ça se peut que ChatGPT ne soit pas capable du tout d'avoir la conversation avec vous. Et il peut également produire des instructions qui sont préjudiciables ou le contenu biaisé. Ça va dépendre de la lecture que vous faites.
des réponses du chat GPT, mais généralement, de ce que j'en ai vu depuis maintenant un peu plus d'une semaine, c'est que les réponses sont plutôt diplomates. C'est pas avec ça que vous allez réussir à partir un conflit. Donc, c'est un début pour ce système-là, mais la meilleure façon de le comprendre, c'est de plonger dedans et d'aller voir. Maintenant, ceux qui me regardent en vidéo vont pouvoir voir à mon écran que je modifie un petit peu la disposition afin que vous puissiez voir un petit peu le chat GPT. Et oui, vous allez pouvoir le regarder en même temps que moi. Donc, pour les besoins du vidéo aujourd'hui, la première question que j'ai posée, c'est une question étymologique. Donc, je voulais savoir l'origine du mot école. Donc, je lui ai demandé avec la question très précise, étymologie du mot école. Donc, la réponse qu'il me donne, je vois qu'il ajoute des guillemets autour du mot école pour être certain que je comprenne bien. Donc, il fait vraiment attention que la réponse, en fin de compte, soit facile à comprendre. Mais lorsqu'on lit un dictionnaire étymologique, souvent, il y a un formatage qui est fait pour que dans le dictionnaire, le mot puisse être rapidement recontextualisé avec les autres informations. Or ici, dans la réponse qui commence avec le mot école vient du grec ancien écolé, qui signifie lieu de repos ou lieu de retraite. Ce mot a évolué au fil des siècles et est devenu un terme couramment utilisé pour désigner un lieu où l'on enseigne et où l'on apprend. Puis il y a à peu près la même quantité d'autres euh, mots qui suivent pour bien définir l'étymologie du mot école, mais essentiellement, c'est un texte suivi. Donc, ce qui parfois va être paru dans un dictionnaire étymologique avec peut-être des éléments un petit peu disparates, mais qui disent un peu ça, bien là, ça nous est présenté dans des phrases complètes, ça se suit, ça coule bien. Donc, on voit qu'il y a un effort qui a été fait du côté des programmeurs du chat GPT d'offrir quelque chose qui est universellement accessible pour quelqu'un qui parle français. Et vous voyez, ça fait une parenthèse intéressante, vous voyez que la question, je l'ai posée en français et ça m'a répondu en français. À tout moment, je peux aller basculer en anglais aussi. Alors, c'est vraiment très efficace et la traduction, toutes les traductions que j'ai essayées avec le chat GPT me semblaient être impeccables. Et ça, c'est une autre chose. Depuis la dernière année, même dans Google Translate, on a des traductions qui sont vraiment de plus en plus fidèles, qu'importe la langue, parce que ceux qui aiment faire des recherches, parfois vont se ramasser sur un site web en allemand ou en italien ou en russe ou en toute autre langue, et ça permet d'avoir des traductions qui sont plutôt fidèles. On peut le voir quand des réseaux de nouvelles ont une version dans la langue d'origine et en anglais, on peut comparer un petit peu, et la traduction qui en est faite est franchement très bonne. Alors, j'ai ensuite enchaîné avec l'étymologie du mot travail parce que, comme vous allez le voir dans quelques instants, c'est un mot qui est controversé dans son origine et vous allez voir pourquoi dans quelques instants. Et il a répondu à la perfection. Voici la réponse du chat GPT à la question étymologie du mot travail. Ça m'explique, le mot travail vient du latin tripalium, qui désignait un instrument de torture composé de 3 poteaux sur lesquels on attachait les prisonniers pour les fouetter. Eh oui, alors ceux qui sont au travail présentement, un petit clin d'œil à vous. Le sens du mot travail a évolué au fil des siècles pour désigner l'ensemble des activités humaines effectuées dans le but de produire, de créer ou de développer quelque chose. Évidemment, vous avez encore l'exemple au départ des gens qui se font fouetter alors qu'ils sont attachés. La torture, finalement, c'est un concept qui est attaché à l'origine du mot travail et aujourd'hui, tous les employeurs du monde vont essayer de vous éloigner de cette vision-là afin de vous faire tout simplement travailler dans un cadre qu'ils veulent, j'imagine, le plus positif possible, on s'entend. Donc, encore une fois, une note parfaite pour l'étymologie du mot travail qui continue avec plus de mots un peu plus bas. Et finalement, on sent en lisant ça qu'on a affaire à un texte qu'on pourrait présenter à quelqu'un qui n'est pas familier ni avec l'étymologie, ni avec l'historique du mot travail et qu'il comprendrait très rapidement de quoi on parle. Et chacun de ces éléments-là, vous pourriez aller plus loin. Vous pourriez dire, parle-moi du tripalium. Et à ce moment-là, le chat GPT irait plus loin sur ce sujet-là. Donc, c'est simplement une porte ouverte sur des pistes de curiosité
qui vont faire en sorte qu'une personne qui, elle, a de nombreuses questions va pouvoir obtenir de nombreuses réponses, advenant que ces réponses-là aient fait partie de l'entraînement qu'a obtenu le chat GPT d'OpenAI. Sauf qu'évidemment, pour avoir fureté depuis plus d'une semaine, j'ai vu qu'il y a énormément de matériel qui a été inséré là-dedans, clairement. J'ai voulu aller un petit peu plus loin au niveau médical. J'ai donc posé la question, combien de brins a l'ADN humain? Alors, la réponse est parfaite. C'est les fameux, il dit plus bas, chaque nucléotide est composé d'une base azotée, adénine, guanine, cytosine et thymine, d'un sucre de ribose ou d'un groupe de phosphate. On peut dire que l'ADN humain se compose de deux brins, chacun formé de millions de nucléotides reliés entre eux par des liaisons phosphodiestères. Donc, c'est une excellente définition. Je n'ai pas lu le tout début de la définition qui était encore très bon pour tout contextualiser. J'en ai juste lu une petite partie pour vous donner une idée que quelqu'un qui serait devant une page blanche et qui aurait à parler des brins de l'ADN humain pourrait commencer avec ça et créer sa propre explication. Ça fait en sorte que la personne obtient non seulement une structure, une logique, mais également tous les bons mots qu'elle a besoin pour poursuivre sa réflexion. Mais attention, comme c'est dit par les créateurs du chat GPT basé sur GPT 3.5, parce qu'on sait que le GPT 4 s'en vient. Il était d'ailleurs supposé sortir depuis, je pense, au mois d'août 2022, mais là, ça étire en 2023. Il y en a beaucoup qui disent que le GPT 4 va avoir des capacités immensément supérieures. Donc, attendez-vous à avoir peut-être des possibilités qu'on n'a pas encore. Et puis bon, je ferme la parenthèse avec l'ADN en disant que pour quiconque fait des recherches sur des sujets, ça permet de se faire une tête rapidement avec des informations quand même intéressantes, mais à tout moment, il faut quand même contre-vérifier pour s'assurer d'avoir vraiment la bonne information. Donc, Google demeure utile, mais on comprend qu'il y a de la grosse concurrence qui vient d'arriver avec ce système-là qu'on appelle le chat GPT d'OpenAI. Plus bas, j'ai posé la question définition de l'ADN pour voir si parce qu'on sait que c'est de l'acide désoxyribonucléique, qui est une molécule présente dans toutes les cellules d'organismes. Donc, ça commence comme ça descend plus bas, ça donne toutes les informations comme chaque nucléotide est composé d'une base azotée. Il revient un petit peu avec ce qu'il avait dit tantôt à propos des bases des brins pour l'ADN. Et puis, ça revient un petit peu. On pourrait également demander des informations plus détaillées également sur l'ADN, sauf qu'évidemment, la question comme ça, répondue en deux gros paragraphes, moi, comme personne qui voulait simplement savoir c'était quoi la définition de l'ADN, ça me satisfait pleinement. On aurait pu également dire définis-moi brièvement l'ADN et la définition aurait été plus courte. Donc, pour ceux qui recherchent des réponses rapides, il est également possible d'en recevoir. Là, évidemment, je vais faire une petite parenthèse parce que vous vous dites, mais qu'est-ce qui arrive si un élève à l'école veut écrire un texte? Alors, on pourrait poser la question et je vais le faire en direct avec vous. Je vais aller jusqu'au bas ici, puis je vais remonter un petit peu tantôt pour vous montrer d'autres questions que j'avais posées. Mais j'écris, écris-moi un exposé de 200 mots sur le rayonnement solaire. Voilà. Alors, par exemple, un professeur dirait à un élève, écris-moi un exposé de 200 mots sur le rayonnement solaire. Le premier travail de l'élève serait probablement d'aller dans les moteurs de recherche, de regarder s'il y a des textes qui existent déjà pour se faire une tête un peu. Là, on peut simplement poser la question à l'intelligence artificielle, puis je vous le montre en temps réel. Là, il commence à écrire. Ce qui est fascinant, c'est que ce que l'intelligence artificielle écrit là, c'est complètement nouveau, à savoir que ça ne se retrouve pas sur Internet ailleurs. Donc, c'est vraiment un texte qui est unique et qui va expliquer le rayonnement solaire. Donc, ça commence, je vais vous le lire juste pour vous donner une idée. Le rayonnement solaire est l'ensemble des ondes électromagnétiques émises par le Soleil. Il est constitué de lumière visible, de rayons infrarouges, de rayons ultraviolets et de rayons X. Le rayonnement solaire
est essentiel à la vie sur Terre car il fournit l'énergie aux plantes grâce à la photosynthèse qui permet de produire de l'oxygène et de la nourriture. Le rayonnement solaire est également responsable de la température de la Terre qui est maintenue à une température relativement. Fait que vous voyez, essentiellement, il est en train d'écrire le texte que je lui ai demandé et il ne s'arrête pas avant d'avoir atteint les fameux 200 mots que j'ai demandé. Et ça fait un texte qui se termine par en résumé. Donc, il comprend que c'est 200 mots, là. En résumé, le rayonnement solaire est une source d'énergie indispensable à la vie sur Terre, mais il peut également être dangereux si on ne le respecte pas. Il est donc important de le protéger et de le respecter afin de préserver notre environnement et notre santé. Bon, mais là, on voit qu'il y a un petit problème logique parce que ce n'est pas nous qui allons protéger le rayonnement solaire. Donc, il faudrait ajuster ce petit point-là. Mais pour l'essentiel, on vient de recevoir un 200 mots de composition qui sont plutôt solides sur les fondements du rayonnement solaire. Je pense que tout le monde va avoir des tests à faire pour bien comprendre, mais à quelque part, un élève qui commence avec une page blanche, en quelques secondes, se ramasse avec un texte unique qui tient vraiment la route sur pas mal d'aspects. Évidemment, l'élève sera responsable de faire ses propres recherches afin de valider tout ce qui est marqué là, mais à quelque part, on peut comprendre que le stress pendant la soirée va diminuer beaucoup avec quelque chose comme ça. Puis ça m'emmène sur une autre question, une question mathématique, celle-là. Je vais revenir un petit peu plus bas tout à l'heure. Euh, j'ai pris le temps de poser une question mathématique parce qu'on peut rentrer à peu près n'importe quelle formule, puis il va tenter de la résoudre. Parfois, des formules extrêmement complexes, il peut se tromper, mais généralement, c'est pas mal tout le temps correct. Euh, je vais vous dire la phrase que j'ai demandé. J'ai dit si je fais 100 pas et que chacun de mes pas mesure 30 centimètres, quelle distance vais-je avoir parcouru? Donc, vous vous rappelez tous des problèmes qu'on a dû résoudre au secondaire, au collégial, à l'université, où c'était des mises en situation. Et ces mises en situation-là, souvent, étaient plutôt ardues parce qu'on se disait, on a beaucoup de paramètres, beaucoup de variables, et puis je veux donner la bonne réponse, il faut que j'explique mon problème. Bien, imaginez-vous donc dans la réponse du chat GPT d'OpenAI, vous avez non seulement la réponse qui est la bonne, qui est 30 mètres ou 3000 centimètres, mais vous allez également avoir les détails du calcul et en plus, la contextualisation du calcul. Donc, imaginez pour une soirée où vous, en tant que parent, par exemple, vous voulez aider votre enfant qui est au secondaire puis qui a une bonne question mathématique, bien, ça peut être invalidant pour des personnes qui n'ont pas nécessairement les informations pour bien répondre à leur enfant au moment où l'enfant la pose. Mais grâce à un logiciel comme ChatGPT, vous pourriez poser la question à l'intelligence artificielle qui, elle, va non seulement vous donner la réponse, donc déjà là, ça va enlever le stress, mais va vous expliquer également les étapes pour résoudre la réponse et vous pouvez lui demander de vous répondre par étape aussi. Donc, il va pouvoir vous faire une belle liste avec des points en cascade pour vous montrer chaque étape du calcul. Pour moi, dans le calcul que j'ai demandé, je n'avais pas besoin d'aller jusque-là puisque c'était plutôt simple. Mais si vous avez de nombreuses variables, il sera possible pour vous d'aller jusque-là et de demander par étape de ventiler finalement le calcul. Ce qui est extrêmement intéressant parce que vous avez tous ou à peu près vécu des situations où on essayait d'appeler les amis n'étaient pas disponibles, le professeur évidemment n'était pas vraiment là pour répondre aux questions puisque c'était le soir. On a regardé des vidéos YouTube pour essayer de comprendre le calcul. Puis les examens de sciences, les examens de mathématiques souvent demandent des devoirs où est-ce qu'il faut comprendre non seulement la matière, mais également le contexte de la matière. Et parfois, les professeurs vont une étape plus loin et posent une question de logique pour quiconque aurait compris seulement. Donc, ça fait en sorte que ce genre d'outil-là, ChatGPT, donne à quelque part des super pouvoirs, non seulement aux parents, mais également à l'élève. Donc, oui, ça peut remplacer beaucoup de choses, mais par contre, ça ne remplacera ni les professeurs, ni le parent, ni l'enfant. Par contre, ça va être un guide pour aller dans la bonne direction pour la plupart des problèmes mathématiques. Puis même si on se trompe à quelque part, il y a une réflexion qui va s'être engagée juste en lisant la réponse et en voyant comment l'engin d'intelligence artificielle s'y est pris pour résoudre des problématiques. Donc, il y a un enseignement au-delà de la réponse et c'est celle de la méthode. La méthode qui est celle de calculer avec les bonnes itérations pour arriver à la bonne réponse.
Donc, ça, c'est l'exemple mathématique dont je voulais vous parler. Mais plus bas, je lui ai demandé un petit exemple très rapide de traduction d'une phrase. Je lui ai demandé de traduire la phrase «J'ai voyagé jusqu'en Argentine en avion, mais je suis revenu chez ma tante en Floride par bateau». Et en anglais, il me l'a traduite à la perfection. I traveled to Argentina by plane, but returned to my aunt's house in Florida by boat. Donc, c'est absolument impeccable. Et évidemment, dans la semaine qui a précédé ce que je vous livre actuellement, j'ai essayé plein d'autres choses au niveau des traductions et effectivement, ça marchait bien, comme je disais un petit peu plus tôt. Ensuite, j'aimerais donner confiance à tous ceux qui disent: «Je comprends qu'il y a des opportunités au niveau du code». Il y a des gens qui aimeraient se programmer un petit logiciel pour faire des calculs simples et puis ils ne savent pas vraiment comment programmer, mais ils aimeraient beaucoup apprendre et ils n'ont pas nécessairement le temps d'aller suivre le cours. Bien, imaginez-vous donc, vous pouvez poser une question comme la suivante: code en HTML, CSS et JavaScript, un programme capable de demander le nom complet, de compter le nombre de caractères en tout et d'afficher le résultat. C'est quand même plutôt simple comme demande. Mais imaginez-vous donc que ChatGPT vous répond en disant: voici comment vous pourriez écrire un programme HTML, CSS et JavaScript capable de demander le nom complet, de compter le nombre de caractères en tout et d'afficher le résultat. Ça ressemble un petit peu au système Copilot de GitHub dont je vous ai parlé dans une vidéo précédente et à la radio aussi. Donc, dans le code HTML, vous retrouvez exactement ce que ça prend pour poser la question à la personne: quel est ton nom? Évidemment, le code est généré en anglais et la plupart des gens qui codent, de toute façon, codent en anglais, mais vous pouvez remplacer toutes les variables qu'il y a là en français. Il n'y a aucune limite, vous y allez comme vous le voulez. Et plus bas, vous allez trouver la feuille de style CSS, très simple, mais vous allez voir que c'est extrêmement facile de changer la taille des caractères, de changer la couleur, la dimension. Tout ça peut être finalement aménagé exactement comme vous le souhaitez. Et il y a également le petit code en JavaScript qui, elle, va utiliser la fonction count characters pour vous donner le résultat du nombre de caractères et il vous fait afficher à l'écran, ça dit Your name has, puis là, c'est le nombre de caractères, puis ça finit avec le mot characters. Donc, finalement, c'est un petit code absolument impeccable pour ça. Donc, si vous deviez partir une petite entreprise pour aider quelqu'un et que votre service que vous offrez, c'est de compter le nombre de caractères dans le nom des gens, on s'entend que c'est fictif comme entreprise, bien, vous auriez eu, via le chat GPT, la possibilité d'avoir une application codée de A à Z pour vous aider à automatiser le comptage de caractères dans le nom de quelqu'un. Bon, on s'entend que c'est excessivement simple, mais j'ai essayé des exemples qui étaient vachement plus compliqués et ça fonctionne quand même très, très bien, le code. Et ça va donner confiance à toutes les personnes qui disent: si quelqu'un m'avait montré comment le faire, j'aurais été capable de le reproduire. Puis à force de le reproduire, j'aurais appris comment programmer mes propres choses moi-même. Eh bien voilà, vous l'avez, l'accompagnant idéal pour vous, il est là. Alors, j'invite toutes les personnes qui étaient encore un petit peu frileuses à utiliser du code HTML ou du JavaScript à plonger dans ce système-là qui s'appelle ChatGPT et qui est gratuit afin de créer par vous-même, peut-être pour la première fois de votre vie, du code. Et ça va vous rendre extrêmement heureux de le faire. Donc, vous pouvez vous servir de Visual Studio de Microsoft pour mettre votre code dedans afin de monter la structure logique tout au même niveau de directory. Et la beauté, c'est qu'après le code, le chat GPT ajoute la contextualisation. Ça, c'est fascinant parce qu'au-delà d'avoir tout le code, vous avez également l'explication de comment le code a été monté, puis comment vous pouvez, vous en servir. Où est-ce que vous devez mettre le fichier HTML et qui doit être respectivement au même niveau
de dossiers que le code CSS et le code JavaScript qui sont appelés dans le HTML. Les gens qui connaissent ça, évidemment, eux autres disent, ben, j'ai tout compris ça, Claude, mais ceux qui ne connaissent pas ça vont être contents que j'ai mis la petite parenthèse. Enfin, j'espère. Donc, évidemment, j'ai montré qu'on pouvait écrire dans ce cas-là, j'ai demandé un exposé. Ça aurait pu être une dissertation, ça aurait pu être un résumé, ça pourrait être un survol historique de la période du Moyen Âge. Ça pourrait être, par exemple, une question, puis je vais la poser en direct. Quels sont les noms des villes chinoises de plus d'1 million d'habitants? Point d'interrogation, enter. Alors, on laisse partir l'intelligence artificielle. On s'entend qu'on aurait pu se servir de Google, on aurait pu faire de toutes sortes de manières, mais le chat GPT, je voulais vous montrer à l'écran, pour ceux qui vont pouvoir le voir, à quel point la liste est facile d'accès. Donc, ça montre les villes. Donc, la toute première, vous la connaissez, c'est Shanghai avec plus de 24 millions d'habitants, suivi de Beijing à 21 millions, Tianjin 15 millions, Chengdu à 14 millions. Et j'attends de voir oui, Wuhan est là à plus de 11 millions. Donc, il y en a présentement 10 dans la liste et on s'entend qu'il y en a beaucoup plus que ça. Donc, il dit que, en fait, il ne dit pas vraiment, il me dit que le pays a 1,4 milliard d'habitants, mais il ne me donne pas toutes les autres. Villes de plus d'1 million d'habitants. Mais cette liste représente les plus connues. Donc, évidemment, je pourrais continuer la recherche ou peut-être demander quelles sont les autres villes. Peut-être qu'il me le dirait. Je pourrais rajouter quelles sont les autres villes ici. Je ne sais pas s'il va être capable de me les donner ou peut-être qu'il ne les a pas, mais sûrement qu'il les a parce que ces données-là sont quand même publiques, là. Et puis, voici une liste exhaustive d'autres villes chinoises de plus d'1 million d'habitants. Alors voilà, il a compris le contexte. Il a compris également qu'il m'avait déjà nommé Shanghai et Beijing. Puis là, il me met les villes qu'il n'a pas nommées et il me donne une liste non exhaustive. Donc, ça va pas toutes les nommer, mais on va voir combien il en donne. Donc, c'est ça, il arrête quand même un certain temps, là. Mais il faut comprendre que ça coûte de l'argent à l'autre bout, interroger le GPT-3. Donc, il est possible qu'ils aient fait en sorte de ne pas forcément donner tous les résultats parce que ça aurait peut-être coûté plus cher, peut-être pas juste pour nous parce que ça ne coûte pas si cher que ça à la requête, là, mais au volume, si tout le monde se mettait à demander toutes les données sur toutes les choses, ça pourrait peut-être être long. Donc, ça, c'est peut-être juste une limitation qu'ils ont mis pour que le système ne dépasse pas les coûts qu'eux autres ont mis pour faire le test. Parce que tout ça est expérimental, évidemment, mais on voit qu'il est capable de donner beaucoup d'informations. Dans la vraie vie, évidemment, tout ça, ça servirait de base de travail. On continuerait à faire des recherches dans d'autres bases de données, mais par contre, ce qui est là nous donne déjà une idée, on se fait une tête un petit peu de qu'est-ce qu'il y en est. J'aimerais également attirer votre attention sur le fait qu'il n'y a pas juste à l'école que ça peut poser des problèmes, mais également, puis là, je vais changer d'image, une nouvelle qui est sortie dans ZDNet ou le service Stack Overflow, où il y a beaucoup de réponses qui se donnent, interdit les réponses du chatbot ChatGPT d'OpenAI parce que le site de questions et réponses a été inondé de réponses ChatGPT qui semblent correctes, mais ne le sont souvent pas. Et les modérateurs ont demandé l'arrêt de ces réponses. Et puis plus tard, quand on lit l'article, on voit qu'il y a même des pénalités qui pourraient être attribuées aux gens qui ne se conforment pas à cette demande-là et qui continueraient à mettre des réponses du chat GPT. Donc, il va peut-être y avoir un moment où des services web vont finalement être exclusifs en disant nous donnons des réponses humaines et non pas des réponses d'intelligence artificielle parce que probablement que la valeur d'une réponse humaine, pour certaines personnes, va devenir une valeur ajoutée. Donc ça, c'est un petit message d'espoir pour ceux qui pensaient que l'IA allait tout remplacer. On voit déjà qu'en présence d'une IA, des gens qui opèrent un service ne veulent pas des réponses de l'IA comme étant la réponse systématique. Ils veulent que ce soit une réponse humaine. Donc, la valeur de l'humain ne se dément pas, même en présence de l'IA,
avec la déclinaison du GPT 3.5 finalement, parce qu'on sait que GPT-3 va devenir GPT-4 à un moment donné, il va peut-être être de plus en plus transparent, puis ça va même devenir difficile pour Stack Overflow de voir et de reconnaître la réponse qui vient d'une IA. Par contre, il faut comprendre qu'en tant qu'humain, nous aussi, il faut se servir de cette IA-là pour affiner nos propres talents à pouvoir communiquer des réponses qui font du sens aux gens qui nous les posent. Donc, on n'a pas encore la coupe aux lèvres, pour ainsi dire, mais il va falloir, nous, en tant qu'humains, créer finalement cette plus-value qui va faire en sorte qu'on va se distinguer à tout moment des réponses qui vont nous arriver des intelligences artificielles. Puis, j'aimerais juste également reprendre l'écran. Je vais remettre mon visage comme ça. Je vais juste cacher l'écran un petit peu. Juste pour vous dire, il y a beaucoup de gens en entreprise qui ont vu l'arrivée des tableaux de bord. Je ne sais pas si vous travaillez dans une entreprise, si vous avez vu ça arriver. Euh, je vais revenir à ChatGPT dans quelques instants, mais je veux faire cette parenthèse-là, elle est très importante. Vous avez, par exemple, des gens qui vont travailler aux opérations, qui vont avoir un tableau de bord pour dire à quelle température chauffe leur fournaise pour chauffer l'édifice. Et puis, vous allez avoir également un autre tableau de bord juste à côté qui donne les températures extérieures, d'autres qui peuvent donner des températures intérieures, d'autres qui peuvent donner des statuts sur le système de feu. Essentiellement, on se retrouve avec des tableaux de bord. Et puis là, on ne parle même pas des tableaux de bord en gestion. En gestion, vous allez avoir les ventes qui sont faites sur le site du commerce électronique, en magasin, dans les succursales, dans le pays, dans les autres pays, selon les devises, combien de taxes vous avez à remettre, quels sont les délais, des tableaux de bord finalement qui permettent aux gestionnaires de faire un suivi diligent de ce qui se passe en entreprise. Mais dans les dernières années, vous avez vu qu'il y a de plus en plus de données. On appelle ça le big data pour une raison. Il y en a de manière exponentielle et ça s'accumule dans des disques durs. Et à quelque part, l'intelligence artificielle vient rajouter une forme d'introspection synthétique de plus en plus structurée pour faire du sens de ces données-là. Et vous pourriez sortir des parallèles grâce au tableau de bord que vous pouvez programmer maintenant avec euh, des algorithmes qui sont quand même accessibles aussi avec un langage plutôt commun, plutôt accessible à tous. Vous pouvez créer un tableau de bord qui va, par exemple, dire quand il fait froid dehors, quel pourcentage de plus de carburant est-ce que je dépense pour la chaudière qui chauffe l'eau, par exemple, qui passerait dans les tuyaux dans un vieil édifice. Et puis, ça vous permettrait d'avoir des projections que si la température devait baisser de 30 de 30 plus froid que l'année précédente, bien, vous auriez besoin de tant de carburant supplémentaire en gaz naturel ou qu'importe le mazout que vous prenez pour chauffer, pour faire face à la demande. Donc, il y a à ce moment-là des potentiels quasi infinis pour avoir finalement des tableaux de bord et pour faire du sens de tout ça. Parce que les données étant infinies, les potentiels étant infinis, ça fait en sorte qu'à un moment donné, les gens ils ne sauront plus où regarder. L'intelligence artificielle va probablement passer là-dedans comme une gratte dans de la neige fraîche et va offrir dans le tableau de bord des synthèses créées par l'intelligence artificielle afin de permettre aux gestionnaires de dire à ses employés, j'y avais pas pensé, mais l'intelligence artificielle m'amène comme information, parmi toutes les informations qui m'amènent, que si on travaille 10 plus vite, on va avoir fini 3 semaines avant. Ou encore, si on prend 10 plus de temps pour le créer, ben on va finir 3 semaines plus tard, mais on va avoir 5 moins d'erreurs dans le code pour les gens qui ont une équipe de développement, par exemple. Donc, ça permet aux gestionnaires de dire, je préférerais avoir un code qui a moins d'erreurs dedans. Donc, je suis prêt à convaincre mon équipe d'investisseurs qu'on va prendre 3 semaines de plus pour y arriver. Donc, il y a des indicateurs qui vont faciliter le travail des gestionnaires et qui vont peut-être également faciliter le travail des employés eux-mêmes. Parce qu'on regardait le code tout à l'heure, un employé qui est devant son écran puis qui est habitué à coder, mais il est devant quelque chose de complexe, il peut converser avec ChatGPT afin d'obtenir les indices dont il a besoin pour être capable de coder ce qui n'était pas clair pour lui au moment où il voulait le mettre sur son écran.
Et ça fait toute la différence parce qu'il va y avoir des gens qui ont un talent incroyable pour imaginer des choses, puis il leur manquait juste le petit trait d'union de comment est-ce qu'on le fait techniquement. Et le chat GPT nous montre qu'il est capable de faire une partie de ce travail-là. Et ça, c'est quelque chose que vous allez découvrir à d'autres niveaux aussi. Par exemple, pour faire un contrat, par exemple, pour faire une courte lettre, par exemple, quelqu'un dans votre entourage est décédé et vous avez une boule d'émotion, vous n'avez pas les mots, mais vous aimeriez répondre quelque chose qui est respectueux des sentiments de l'autre personne aussi, qui veut pleurer la mort de quelqu'un d'important, ben, peut-être que ChatGPT va vous aider à trouver des bons mots. Puis à ce moment-là, ça va vous enlever une pression sur les épaules parce que vous allez être capable de répondre quelque chose qui est sensé et qui est juste. Par contre, ce ne sera peut-être pas aussi authentique. Donc, il faut faire attention à ça parce que si l'autre personne s'attend de vous que vous lui fournissiez une réponse aussi maladroite soit-elle, mais authentique, elle pourrait être déçue par la froideur de ce que ChatGPT vous donne. Or, il existe un système, une méthode, devrais-je dire, dans ChatGPT où vous pouvez lui dire d'écrire le texte comme si c'était un auteur que vous aimez qui l'avait écrit. Et souvent, c'est par exemple pour des références avec des auteurs en anglais, si des auteurs sont connus pour donner un texte, on appelle ça slapstick en anglais, c'est quelqu'un qui répond du tac au tac. Ben, à ce moment-là, votre réponse pour la situation qu'on disait pour le deuil, pourrait être beaucoup trop brutal. Alors, il va falloir que vous soyez capable de doser selon quelle hauteur vous aimeriez avoir une réponse. Puis si vous n'en mettez pas, ben, comme vous l'avez vu, le GPT vous donne des réponses très neutres. C'est un peu comme de la crème glacée à vanille. Là. Il n'y a pas de chocolat, il n'y a pas de fraise. C'est quelque chose qui est très passe-partout et qui ne crée pas de conflit, qui ne crée pas vraiment de problématiques non plus au niveau conversationnel avec les gens dans la vraie vie si vous deviez vous inspirer de ces textes-là. Je vous en parle parce que plusieurs personnes depuis les dernières années sentent la soupe chaude. Beaucoup d'outils d'automatisation sortent, mais jusqu'à présent, si je me fie un peu à l'informatique ou à la médecine, ça a permis à des gens qui avaient des talents d'aller plus loin dans leurs talents. Ça n'a pas remplacé directement les gens. Mais il faut comprendre que ces 2 domaines-là, c'est des domaines où les gens sont habitués à tout réapprendre continuellement. Mais on peut imaginer que dans un monde où il va y avoir des taxis ou des véhicules ou même des camions qui se conduisent seuls, ça ne veut pas dire que les gens qui conduisaient ces véhicules-là deviennent inutiles. Il va peut-être y avoir, une fois les mains libérées, la possibilité pour ces gens-là dans le véhicule de faire autre chose, d'amener une présence physique, de rassurer. Peut-être que l'industrie de rassurer les autres, un humain qui aide un humain, va devenir quelque chose de facturable dans plusieurs pays. Même si l'intelligence artificielle aurait pu nous guider pour éviter d'éventuels problèmes, certaines personnes voudront quand même avoir accès à un autre humain. Donc, si certaines choses peuvent être automatisées, on voit déjà que les usines sont massivement automatisées. Puis pas juste au niveau du plancher de l'usine, là, au niveau également de l'ingénierie. On voit de plus en plus d'intégration des chaînes qui fait en sorte qu'un client, par exemple, un gros client institutionnel comme Hydro-Québec, va passer une commande pour une pièce et les plans des ingénieurs d'Hydro-Québec qui ont été mesurés au barrage très exactement la taille de la pièce, vont être passés de manière électronique, de manière tout à fait transparente avec, par exemple, une entreprise d'usinage qui, elle, va usiner très exactement la pièce et va l'expédier directement, probablement au barrage, qui a besoin de garder cette pièce-là en inventaire, advenant qu'il y ait un bris. Et on peut imaginer même que la compagnie d'usinage, à un moment donné, pourrait installer une machine, une ganèche ou une mazac ou quelque chose comme ça directement au barrage où ces pièces-là sont nécessaires et avoir finalement un stock d'aluminium ou de composite qui soit sur place au barrage, des blocs qui peuvent être insérés dans la machine, peut-être même avec un bras robotisé, ce qui ferait que toute la chaîne serait complètement automatisée.
Et à ce moment-là, il pourrait produire la pièce sur mesure à distance avec des vérifications par caméra, avec ce qu'on appelle l'assurance qualité, parce que l'intelligence artificielle peut être amenée à n'importe quel de ces moments-là. C'est un peu le liant entre tous les jalons dans la chaîne de production. Là, je vous parle d'une usine, mais ça pourrait être une usine de fabrication de vêtements, ça pourrait être une usine, entre guillemets, pour coder de l'informatique, ça pourrait être également de la gestion, ça peut être de l'organisation d'événements, ça peut être une épicerie, ça peut être finalement à peu près n'importe quoi, là, je veux dire, des camps d'été. Tout ça pourrait éventuellement profiter de l'intelligence artificielle. Imaginez dans un camp d'été où ils disent nomme-moi les 10 jeux les plus populaires dans un camp d'été, puis il se trouve que vous en aviez fait 2 ou 3, mais vous n'aviez pas fait les 10. Et puis là, s'il y en a un des 10 qui vous pique votre curiosité, puis vous dites, ben là, j'aimerais avoir les règles pour ce jeu-là. Ben là, vous avez toutes les règles qui sont là, vous pouvez les imprimer et les distribuer aux élèves ben pas aux élèves, mais aux participants du camp d'été ou du camp de jour qui se trouvent là et qui veulent savoir comment jouer à ce jeu-là. Et puis, on peut aller très loin avec ça. Donc, c'est pas des choses qui sont impossibles avec Google en ce moment, mais la facilité avec laquelle les gens vont avoir accès à cette information-là via ChatGPT et d'autres systèmes d'intelligence artificielle, parce qu'on s'entend que ce n'est pas le seul, c'est simplement que présentement, comme ils sont en test public, ça nous permet d'aller loin et de l'essayer nous-mêmes. Donc, on a un peu un avant-goût de ce qu'on va pouvoir peut-être éventuellement acheter avec un abonnement, mais essentiellement, où je veux en venir, c'est qu'il va y avoir des gens qui vont profiter de ça et d'autres gens qui vont s'en éloigner et toutes les réponses sont bonnes. C'est pas fait pour tout le monde, l'intelligence artificielle. Il y a des gens qui vont vouloir demeurer dans une intelligence humaine, inspirée, connectée au cœur. Euh, Puis d'autres personnes vont dire, moi, je vois là une opportunité de m'améliorer, de gagner du temps, d'éviter des erreurs bêtes, parce que vous pouvez mettre votre code HTML à l'intérieur de ChatGPT et vous lui demandez, trouve-moi les erreurs dans mon code HTML. Donc, c'est génial parce que ça vous évite peut-être, si c'est un long code, des heures de vérification. Et ça va vous permettre de mieux dormir le soir en sachant que le livrable que vous avez envoyé à votre client, bien, non seulement il marchait pour vous, mais au moins le code, c'est correct. Et puis, il va y avoir probablement du côté de Copilot avec GitHub, qui est un ensemble d'archives de code parmi les meilleurs au monde. Là. Vous allez avoir probablement du code de plus en plus inspiré, une forme de poésie informatique qui va vous permettre à vous, en tant que codeur, professionnel ou codeur du dimanche, de vous améliorer beaucoup plus vite que si vous étiez toujours en mode essai-erreur. Par contre, comme certaines personnes le disaient pour Copilot, parce qu'on parlait d'informatique avec cette intelligence artificielle-là de GitHub, ben là, il peut y avoir des gens qui deviennent un peu lâches. Puis c'est pas dans le mauvais sens que je le dis, dans le sens que si on pratique moins souvent quelque chose, bien nécessairement, on perd un peu la main après un certain temps. Bien, certaines personnes disent, si on se fie tout le temps à l'intelligence artificielle, peut-être que les gens qui auparavant étaient capables d'arriver à la volée avec du code qui faisait du sens vont avoir de la difficulté. Et je vous en parle parce que vous allez avoir de plus en plus de gens qui disent à un avocat, peux-tu me dire c'est quoi le lien entre tel article de loi et tel article de loi? Je pense qu'on n'est pas tellement loin d'avoir des intelligences artificielles qui vont être capables de faire finalement cette synthèse-là pour un client. Alors, il va arriver un moment où deux choses peuvent arriver. Soit que les clients vont chercher eux-mêmes les réponses et vont incidemment se trouver à avoir des bonnes réponses ou des réponses fonctionnelles, un peu comme ce que je vous ai montré tantôt pour du code qui a été généré par ChatGPT, qui est du code non seulement fonctionnel, mais utile, qu'on peut mettre en application. Mais imaginez, pour avoir des rapprochements entre deux articles de loi, la synthèse qui en est faite potentiellement avec le temps, puis c'est peut-être déjà quelque chose qui peut être fait, va devenir très bonne. Donc, les clients vont vouloir l'avoir eux-mêmes, s'abonner pour, je ne sais pas, 40 par année, puis vous avez accès à toutes les synthèses de loi que vous avez besoin. Euh, ou alors, les gens vont demander à un avocat, puis l'avocat qui charge, je ne sais pas, 125, 250, 500 de l'heure, là, ça va devenir un petit peu gênant de charger des prix comme ça parce qu'on va tous savoir, éventuellement, c'est des informations qui circulent dans le public, qu'il y a des intelligences artificielles qui font ça pour 3 fois rien. Alors, il y a moyen de prendre un abonnement pour la famille et puis bon, quiconque dans la famille a une question, on pose la question à l'IA. Ça peut être
probablement également posées avec la voix, à ce moment-là, vous allez obtenir des réponses qui sont franchement très bonnes. Il sera toujours temps de retourner vers un avocat pour avoir un avis plus avancé, plus détaillé. De la même manière qu'une personne qui aurait fait le petit code HTML que j'ai montré tantôt à l'écran voudra peut-être retourner vers un expert en informatique afin de pouvoir s'assurer que le code qui est là correspond bien à ses besoins propres, à ses besoins spécifiques. Mais à quelque part, ça va créer des bases. Autrement dit, le niveau du sous-sol n'est plus à la même place. Il a remonté quand même passablement haut, là. Donc, qu'importe votre domaine, si vous êtes un professionnel, si vous pensez à de la comptabilité, à la traduction, à tout ce qui est les chiffres ou les lettres, eh bien, il faut prendre acte que l'intelligence artificielle est là et qu'elle est accessible à des gens comme vous et moi qui allons s'inscrire dans OpenAI afin de profiter du chat GPT et de tester finalement l'engin pour voir que finalement, ça peut être plutôt utile pour nous. Par exemple, si dans votre frigidaire, il vous reste du céleri, des carottes et une base de bouillon de bœuf, et vous pouvez demander à ChatGPT quelle sorte de soupe est-ce que je pourrais préparer avec ça. Et puis ChatGPT va peut-être vous en suggérer une, mais vous n'êtes peut-être pas intéressé à faire cette soupe-là. Vous pouvez demander une autre suggestion. C'est ça la beauté de l'IA. Il ne se tannera pas de vous donner des suggestions jusqu'à temps que vous ayez obtenu un résultat qui vous satisfait. Et ça, c'est intéressant parce que ça vous permet d'avoir un entraîneur culinaire, dans ce cas-là très particulier, qui va être patient avec vous et qui va vous donner autant de détails que vous voulez. Vous pourriez même aller jusqu'au point où vous dites, j'ai tant de grammes de céleri, tant de grammes de carottes. Est-ce que tu peux me dire combien de calories je vais ingérer si je mange tout ça? Et puis, le calcul qui se fait, évidemment, il y a toujours l'explication que ça peut varier parce que chaque aliment n'est pas forcément toujours de la même taille. Mais essentiellement, vous allez avoir une bonne idée. Donc, imaginez tous les points dans les entreprises, dans les gouvernements qui peuvent être soit améliorés, soit remplacés. Mais là, il ne faut pas que tout le monde crie aux abois non plus. Si la tâche est remplacée, ça ne veut pas nécessairement dire que l'employé lui-même est remplacé. Il peut être soit réaffecté à autre chose, ou alors il peut rester sur le dossier, puis il peut amener finalement une analyse approfondie par rapport à l'usage qui est fait de l'IA parce qu'on sait que là, je vous présente un petit peu des questions-réponses à travers un chat, sauf que vous savez très bien qu'avec des algorithmes, des tableaux de bord, on peut programmer exactement ce qu'on veut. Et l'intelligence artificielle peut faire très exactement ce que j'ai demandé là, mais avec des séquences. Par exemple, il existe des services où je peux demander qu'à tous les jours, il y ait un texte de 200 mots qui me soit donné pour résumer, par exemple, l'actualité telle que décrite dans un média. Et à ce moment-là, ça me donne la possibilité, en un clin d'œil, d'avoir une bonne idée de qu'est-ce qui se passe d'actualité. Et on peut choisir des médias qui nous intéressent. Donc, à ce moment-là, ça peut aller donner des résumés de nouvelles qui correspondent à ce qu'on veut avoir comme information. Certaines personnes s'intéressent au transport, par exemple, ou à la logistique. Donc, ces gens-là vont vouloir savoir quel est l'état des routes, mais pas nécessairement toutes les routes. Ils vont probablement vouloir savoir pour les autoroutes et les routes qui mènent au point où est-ce que les charges et les décharges des camions doivent avoir lieu. Donc, il va pouvoir y avoir pour à peu près tout le monde des possibilités de se créer des tableaux de bord à notre mesure qui vont nous permettre de faire des suivis passablement intéressants de toutes sortes de situations. Imaginez par exemple que votre conjoint, votre conjointe, un de vos enfants, un parent, quitte pour, par exemple, aller en Floride. Ben, vous pourriez, avec un algorithme, programmer d'avoir les nouvelles routières, s'il y en a. Il faut juste trouver les sources, mais le Department of Transport, le DOT américain, pourrait vous en fournir, j'imagine, une partie et Québec 511 pourrait vous fournir l'autre partie, de juste vous donner finalement un compendium de ce qui correspond aux conditions routières. Donc, s'il y a un carambolage quelque part ou s'il y a eu une tempête de glace ou quoi que ce soit, ben, vous pourriez être un des premiers informés, ce qui vous permettrait de vérifier avec l'être cher si tout va bien et d'éviter d'avoir finalement à apprendre ça par les médias avec peut-être un traumatisme qui va vous venir parce qu'évidemment, on veut perdre personne. Euh,
Je vous parle d'exemples qui sortent évidemment complètement de la boîte de ce que GPT offre présentement, mais ce n'est pas des choses qui sont hors d'atteinte pour des IA et des algorithmes et des tableaux de bord et des programmations dans le contexte actuel de développement chez d'innombrables compagnies d'intelligence artificielle qui offrent présentement des services qu'on appelle à valeur ajoutée parce qu'ils vont se spécialiser, par exemple, pour écrire de la poésie. Ils vont se spécialiser pour écrire des articles de blog. Fait que faites attention, il y en a qui vont vouloir mettre des articles écrits par l'intelligence artificielle, mais je pense que vous allez développer un sixième sens, vous allez le voir quand c'est vrai ou est authentique ou que ça a été simplement un copier-coller. Je pense que ce ne sera pas tellement long que vous allez développer un œil pour ça. Et puis à ce moment-là, ben, il va y avoir finalement des intelligences artificielles pour toutes sortes de choses très spécifiques. Donc, qu'importe votre domaine, imaginez qu'une compagnie va entraîner des intelligences artificielles et les faire se concurrencer entre elles, entre différentes compagnies pour vous permettre d'aller aussi loin que nécessaire pour finalement explorer des sujets avec l'aide d'une IA. Par exemple, si vous voulez recycler des plastiques ou si vous voulez recycler des métaux, vous pourriez demander à l'intelligence artificielle de vous aider à colliger une liste des bons métaux à recycler, puis qu'est-ce qui peut être fait pour valoriser le métal une fois recueilli, après le recyclage, après l'accumulation de toutes ces belles choses-là, qu'est-ce qu'on peut en faire finalement? Puis ça va devenir finalement des points où les humains vont exceller. Ça va être le génie créatif humain qui va venir utiliser la base informationnelle créée par l'intelligence artificielle. Mais ça, c'est un monde idéal. On comprend qu'il y a également l'autre parenthèse que cette IA-là n'existe assurément pas que pour le grand public. Il y en a sûrement pour des agences de renseignement. Il y en a sûrement pour à peu près toutes les grandes entreprises en ont. Et elles vont les entraîner pour faire des choses qui correspondent à leurs besoins. Donc, qu'importe quels seront leurs besoins, ils vont probablement se faire alimenter continuellement par des tableaux de bord très précis, ce qui devient un avantage déloyal avec tous les autres. On sait que les paradis fiscaux sont des avantages déloyaux majeurs dans tous les pays du monde. Ben là, imaginez qu'il y a des gens qui aient le bénéfice d'intelligence artificielle très avancée pour faciliter des prises de décision. Par exemple, est-ce que je dois investir dans telle entreprise ou je dois retirer mes billes? Ben, si l'intelligence artificielle aide à la décision, c'est parfois plus efficace qu'un humain qui, lui, a beaucoup, beaucoup de points d'information à aller vérifier, puis c'est trop lourd, c'est trop grand, c'est trop vaste. Alors, il n'y arrive pas. Alors que là, ça pourrait être fait en un claquement de doigts. Alors, il faut comprendre que ça existe, l'intelligence artificielle, parce que même si vous deviez ne pas vous en servir, d'autres personnes vont s'en servir et ça nous force à garder finalement euh, le, le- le focus sur ces technologies-là, même si on ne s'en sert pas. Par exemple, un professeur qui n'est pas au courant et qui ne sait pas que l'intelligence artificielle existe ou est accessible par des gens pourrait être sous l'impression que les élèves n'y ont pas accès alors qu'ils s'en servent. Donc, évidemment, c'est l'élève à quelque part qui apprend malgré tout à travers ça. C'est pas tout perdu en passant, là. L'élève va apprendre en regardant une réponse, mais à quelque part, il a toujours bien appris. Alors, c'est pas tout perdu, là. Mais par contre, le professeur pourrait être peut-être plus efficace s'il s'en servait au lieu de l'ignorer ou encore de le démoniser. Peut-être que finalement, il y a certains professeurs pleins de créativité, pleins d'ouverture, qui vont trouver des façons intelligentes de faire usage de ça avec leurs propres élèves. Par exemple, un élève qui a beaucoup de difficultés à comprendre pourrait se servir de chat GPT pour poser la question qui a un peu, il est un peu nerveux de poser en classe. Ben là, il pourrait juste la poser discrètement sur sa tablette ou son iPhone et il pourrait avoir des réponses qui sont quand même très intéressantes pour partir la réflexion. Et souvent, un enfant qui a de la misère avec une question, ça ne veut pas dire qu'une fois parti, il ne sera pas capable de faire du millage sur la réponse. Donc, l'apprentissage ne se fait pas toujours de la même manière pour chaque personne et peut-être que ça, c'est une façon de finalement aider les élèves qui en ont besoin de la même manière qu'on peut aider des travailleurs qui en auraient besoin aussi parce que parfois, le volume de choses qu'il faut apprendre dans des emplois est tel qu'on s'y perd. Par exemple, quelqu'un qui se fait demander par un gestionnaire, trouve-moi toutes les fois où on a eu cette décision-là dans les 10 dernières années, ben, ce serait plus simple avec une IA qui nous ferait une belle liste.
On s'entend. Alors, je vous remercie beaucoup de m'avoir écouté. Ça a été un plaisir de vous jaser aujourd'hui. J'espère que c'était pas trop technique. J'ai essayé de rendre ça le plus humain possible, mais ceux qui aiment ce que je fais, vous êtes libres de m'aider avec un don si vous aimez mon matériel. Et bien sûr, j'aimerais vous souhaiter de très joyeuses fêtes pour ceux qui les fêtent et sinon à tout le monde, de l'inspiration, de la santé, du bonheur, de la prospérité. Vous méritez tout ça. Vous êtes important. Alors, passez une magnifique journée.